de France et Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, nouveau Front Populaire du Nord, avec Laurent Neumann aussi, éditorialiste politique à BFM TV. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. On verra dans un instant ce que l'on fait de l'hypothèse Cazeneuve, ce nom qui vient et revient avec de plus en plus d'insistance ces derniers jours. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende le président de la République. C'était hier soir en Serbie, puisque Emmanuel Macron est en visite en Serbie. Le président qui les jure, il fait tous les efforts. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Je parlerai en temps voulu. Pourquoi il fait cette mise au point, Emmanuel Macron? Je fais tous les efforts. Parce qu'il pourrait y avoir le sentiment qu'il ne fait pas tous les efforts, qu'il prend un peu son temps? Parce qu'il est comme vous, Maxime, il est comme moi, il est comme nous tous. Il regarde les études d'opinion et il voit bien que les Français commencent à trouver le temps long. Bon, ok, il y a eu la trêve olympique, il y a eu les vacances d'été, il y a la rentrée scolaire. Il serait peut-être temps, au bout de 40 et quelques 45. jours, 45 moi, je suis jours. à 45 depuis la démission du gouvernement. Voilà, au bout de 45 jours, il serait peut-être temps de doter la France d'un Premier ministre qui ne soit pas un Premier ministre démissionnaire chargé des affaires courantes, mais chargé des problèmes quotidiens des Français, le pouvoir d'achat. On s'est amusé hier à faire la liste de tous les projets de loi qui sont suspendus, de tous les dossiers absolument majeurs qui sont suspendus à la domination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Il serait peut-être temps. Alors quand il dit qu'il s'en occupe et qu'il fait des efforts, c'est sans doute vrai, c'est long et compliqué. Mais là, clairement, il sait ce que chacun pense. Maintenant, c'est sa décision. Et je ne serais pas étonné que d'ici la fin du week-end, il y ait peut-être même une prise de parole. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit « Je parlerai aux Français en temps voulu ». Je parlerai en temps voulu. Alors, le temps voulu, c'est quand? Vous dites fin du week-end, c'est sur ce calendrier-là qu'on était. Sauf que le dernier à avoir vu Emmanuel Macron hier soir, c'est François Sauvadet, le président des départements, lui dit qu'il a compris que ce serait plutôt la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine. Est-ce que, Claire Morin, il y a de la procrastination? Je ne pense pas qu'il y ait de la procrastination, mais là, c'est difficile, on ne va pas se mentir. Nous, quand on essaye de chercher le nom idéal du Premier ministre, on ne trouve pas forcément la pierre philosophale. Et donc, je pense qu'une fois qu'il a arrêté son choix, il a aussi besoin de consulter les uns et les autres pour savoir si ce choix-là ferait l'objet d'un veto ou pas. Enfin, c'est pas si simple que ça. Et mine de rien, c'est pas. J'imagine bien qu'il passe son temps au téléphone, mais il a beaucoup de gens à consulter. Il y a beaucoup de gens qui lui donnent leur avis aussi dans son entourage, et c'est normal. Et au sein de sa majorité. Et donc, non, je ne pense pas que ça soit de la procrastination, mais tout ça est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une Assemblée nationale très divisée, parce qu'il y a énormément de gens à l'Assemblée qui n'ont qu'un intérêt, c'est que ce gouvernement, quel qu'il soit, échoue. Et qu'il puisse ouvrir la page de la présidentielle d'après. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Je disais procrastination, Marc Ferracci. Alors, Clément dit non. Vous allez dire non aussi sur la procrastination. Mais pourquoi est-ce qu'on en est toujours là 45 jours après? La situation, elle est compliquée. Elle était compliquée il y a 45 jours. Qu'est-ce qui fait que là, on pourrait, ce week-end, début de semaine prochaine, ou dans le courant de la semaine prochaine, on ne sait plus quoi dire, avoir une solution? Parce que l'équation est difficile. L'équation est difficile. Claude Morin vient de le dire. On a besoin de trouver quelqu'un de solide, quelqu'un qui est capable de trouver des compromis avec une assemblée qui est divisée, dans laquelle aucun des trois blocs qui s'est dégagé depuis les élections législatives n'a remporté la victoire. Une personnalité qui a besoin de porter un certain nombre de propositions qui correspondent aux aspirations des Français. Alors, il y a quand même du travail qui s'est fait cet été. Le président a consulté, mais les parlementaires ont aussi travaillé. Moi-même, avec le groupe Ensemble pour la République, nous avons posé sur la table un pacte d'action avec un certain nombre de mesures qui correspondent à ce que nous avons entendu remonter du terrain pendant les campagnes législatives et européennes. Et puis, il y a d'autres groupes politiques, les Républicains. Il y a aussi, je veux le dire, certaines mesures du programme du NFP qui peuvent faire l'objet de compromis. Et sur ce sujet, c'est l'augmentation des salaires, par exemple. Le principe même de soutenir le pouvoir d'achat, qui peut être contre. Ensuite, il y a des salaires. Oui, Aurélien Lecoq vous dit augmentation des salaires. Il y a les objectifs et puis il y a les moyens pour y parvenir. Des mesures du programme. Nous, la mesure du programme, c'est le SMIC à 1 600 € et l'augmentation des salaires. Vous êtes pour ou contre? Je vais simplement aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Le SMIC à 1 600 €, c'est 400 à 500 000 emplois détruits. On va essayer d'éviter, si vous le permettez. Oui, bien sûr. C'est aussi des millions de gens qui sortent de la pauvreté. Non, malheureusement, je pense que la meilleure manière de sortir de la pauvreté... Et beaucoup de femmes, notamment, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au SMIC.
terminer ou est-ce que vous allez m'interrompre à chaque mot? Il y a un certain nombre de mesures dont on sait qu'elles dégraderaient la société et l'économie française de manière assez rapide. Il y a en revanche un certain nombre de mesures dont on peut discuter. Taxer les rentes indues, taxer les profits excessifs dès lors qu'on arrive à les définir, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Aller pour parler à l'autre bloc que sont les Républicains ou la droite républicaine vers des mesures qui renforcent l'autorité de l'État, on peut évidemment en discuter, même si dans notre bloc, il y a des sensibilités qui sont pas forcément portées vers la droite. Donc tout ça, nous y sommes prêts. Et ce que je veux dire, c'est que pour répondre à votre question initiale, c'est compliqué et c'est long, c'est pas de la procrastination, parce qu'on a besoin à la fois de réfléchir à un casting, mais on a aussi besoin de réfléchir à une vision, à une feuille de route pour le pays. Alors, je vais vous soumettre des noms. Je vais vous donner la parole à Aurélien Lecoq. Je vais vous soumettre des noms. On a l'hypothèse Cazeneuve, on va y revenir dans une seconde. Mais il y a un autre nom qui est apparu ces dernières heures parce qu'elle a fait acte de candidature, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal qui dit clairement, on va voir les mots qu'elle a prononcés hier, qu'elle est disponible pour Matignon si cela peut constituer une solution et pour essayer de constituer un gouvernement d'union. Elle dit qu'elle n'est pas candidate, mais qu'elle est disponible pour être Premier ministre, pour être ministre. Ça, ce sera au bon vouloir de président. Est-ce que ça, Aurélien Lecoq, ce nom-là, Ségolène Royal, ça peut matcher? Attendez. Je crois qu'il faut que tout le monde souffle un grand coup et que tout le monde reprenne son calme et regarde la situation comme elle est. On est très calme. La situation, oui, je ne parle pas que pour les personnes sur ce plateau, je parle pour l'ensemble de la classe médiatique et Emmanuel Macron et toutes les personnes qui s'agitent dans tous les sens sur qui doit être le Premier ministre, quel casting, pourquoi, comment. On est en France, il y a eu des élections démocratiques. Parce que là, on nous parle de consultation à tout va. Mais Emmanuel Macron, il a déjà consulté. Et il a consulté celles et ceux qui décident, c'est-à-dire les Françaises et les Français. La consultation, c'est lui qui l'a voulu. Il a dissous l'Assemblée nationale. Ces élections ont eu lieu, et c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. À partir de là, le rôle du président de la République s'arrête. Il doit nommer le Premier ministre, c'est ce que dit la Constitution. Non. Parmi celles et ceux qui sont arrivés en tête. Quel article de la Constitution? Quel article de la Constitution dit ça? C'est ce qu'il s'est fait. Quel article de la Constitution dit ça? Systématiquement, la Constitution dit qu'il doit nommer le Premier ministre. L'article 8 de la Constitution dit qu'il doit nommer le Premier ministre. Depuis 1877, ça fait un bout de temps quand même, systématiquement, les présidents de la République ont nommé la coalition arrivée en tête. La coalition arrivée en tête est celle du nouveau Front populaire. Alors maintenant, ça suffit de bordéliser la République. Ça suffit de créer vous renvoyez l'argument de la bordélisation. Mais bien sûr. Ça fait 45 jours que dans ce pays, on n'a pas de gouvernement, ou plutôt qu'on a un gouvernement illégitime qui ne répond d'aucune responsabilité politique devant personne, un président qui se comporte en autocrate et qu'on agite tout le monde sur la question du casting. Donc le sujet n'est pas là. Le casting, vous avez passé un certain temps pour trouver le nom de Lucie Casté. Vous avez remarqué que ça a duré beaucoup moins longtemps qu'Emmanuel Macron. Alors ça c'est vrai, mais vous maintenez donc Lucie Casté et quand je vous soumets Ségolène Royal, vous dites calmez-vous. Lucie Casté est la candidate du nouveau Front populaire qui fait accord dans l'ensemble de la coalition du nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête. Maintenant, il est temps de respecter le choix des Françaises et des Français. Donc vous dites c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en Lucie tête. Casté. Il doit être nommé. Et puis la vie politique. Attendez, hypothèse qu'a rejeté Emmanuel Macron. Chloé Morin, l'hypothèse Ségolène Royal. C'est ça qu'il faut qu'il entende. C'est pas étonnant. C'est pas la première fois qu'elle fait une acte de candidature ou en tout cas qu'elle est disponible à quelque chose. Elle l'a déjà fait pendant les européennes, notamment pas celle-ci, celle d'avant. Enfin bon, elle revient dans le jeu politique assez régulièrement. Donc voilà, monsieur a répondu, je pense, a donné la réponse qui sera celle d'une très grande partie, sinon de tous les députés du nouveau Front populaire. Bon, Laurent Neumann. Je sens que vous prenez de l'élan avant de répondre. D'abord, que ce soit Ségolène Royal ou quelqu'un d'autre, l'équation reste exactement la même. Si ça prend autant de temps et que c'est aussi difficile, c'est aussi parce qu'à l'instant précis où le président de la République aura choisi un nom, pardon, on oublie, il faudra peut-être qu'il l'appelle et qu'il se parle. Et qu'ils définissent ensemble les règles du jeu. Peut-être que le président de la République va choisir quelqu'un qui va lui dire non, ou en tout cas qui va fixer ses propres conditions. Attendez, si vous dites ça, c'est parce que, et je vais passer à l'autre hypothèse qui est celle de Bernard Cazeneuve, c'est parce que cette discussion-là entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron, elle n'a jamais eu lieu en réalité? Je vous le confirme.
Pour le moment, ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont pas parlé. Voilà. Et pourquoi ne se sont-ils pas parlé? Parce que d'abord, Emmanuel Macron voulait tester un certain nombre de noms et avoir les réactions de toutes les parties prenantes. Ça y est, là, il commence à avoir les éléments en main. Si son choix s'arrête sur Bernard Cazeneuve ou un autre, ou une autre, peu importe. Mais prenons l'exemple de Bernard Cazeneuve. Il va falloir qu'il l'appelle. Et que croyez-vous? Vous croyez que Bernard Cazeneuve va dire mais merci Monsieur le Président, c'est oui et au revoir, on se serre la main et je vais bosser? Non, ils vont se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Quel programme législatif? Quelle est la ligne politique de ce nouveau gouvernement? Quelle est ma marge de manœuvre, moi, nouveau Premier ministre? Avec quel gouvernement, quel ministre, quelle est ma marge de liberté pour choisir les ministres que je veux dans mon gouvernement? Est-ce que nous sommes dans une cohabitation? Est-ce que je suis votre collaborateur ou est-ce qu'on rentre dans une forme de cohabitation d'un autre genre d'ailleurs? Peut-être certainement pas les cohabitations qu'on a connues avant où les premiers ministres qui n'étaient pas de la même couleur politique que les présidents avaient une large majorité pour pouvoir gouverner. Donc on est dans un cas de figure radicalement différent. Mais ce temps-là, il va prendre quelques heures. Peut-être même quelques jours. Et ça n'est qu'une fois que le président aura choisi et que ce Premier ministre lui aura dit oui à des conditions communes que le travail commence. Bon, excusez-moi, mais Bernard Cazeneuve, il a gagné les élections? Est-ce que c'est une obligation pour pouvoir être Premier ministre? Non, ça il vaut mieux quand même en France, quand on a du pouvoir, de gagner les élections et d'avoir... Jean Castex avait gagné l'élection. Castex n'était pas candidat aux législatives, il a été nommé Premier ministre. Mais Castex était celui de la majorité présidentielle qui avait remporté les élections législatives. Vous aurez noté que Bernard Cazeneuve ne représente aucun parti politique ni aucune coalition qui ont gagné les élections. Je sais que ça vous paraît un petit peu trivial, mais non. Oui, pour gouverner en France, aujourd'hui, il vaut mieux avoir gagné les élections. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans une démocratie, dans une république. Mais donc vous dites d'emblée... Il faut s'alerter de l'ensemble de ces discussions qui disent mais est-ce que ça peut être un bon candidat? Il n'a pas le soutien du peuple français, il n'a pas remporté les élections. Maintenant, donc censure de Bernard Cazeneuve par principe. Censure de Bernard Cazeneuve par principe. Ah mais bien sûr que Bernard Cazeneuve sera censuré par le nouveau Front populaire. Mais parce que, encore une avec fois, 193 députés. C'est le peuple qui décide. Il faut 289 députés pour censurer. Oui, vous êtes 193. Et alors vous l'avez la majorité de Bernard Cazeneuve? Je ne crois pas. Non, et on a commencé par le dire. Vous allez peut-être faire les questions et les réponses, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Mais est-ce que Marc Ferracci, pour le coup, je vais faire la question, est-ce que vous vous retrouvez là un peu en défense de Bernard Cazeneuve? Ah non. Vous venez de dire aux représentants du NFP qu'il n'avait pas la majorité, etc. Est-ce que c'est une hypothèse folle ou une hypothèse crédible Non, ce matin? c'est pas une hypothèse folle, puisque son nom circule, puisqu'il coche un certain nombre de critères qui sont des critères importants. C'est quelqu'un qui a l'expérience de l'État, qui a été Premier ministre. C'est quelqu'un qui peut rassembler des sensibilités de gauche, parce qu'il est issu de la gauche, et peut-être aussi de droite, parce qu'il a un certain nombre de propositions sur le volet régalien, qui sont des propositions de fermeté, on le sait, des propositions qui vont dans le sens de l'universalisme républicain. Et moi, je souscris évidemment à cette vision, qui n'est absolument pas celle de la France insoumise, par exemple. Mais je vais quand même répondre à Monsieur Lecoq. Vous essayez de construire cette fiction selon laquelle vous avez gagné les élections. Personne n'a gagné les élections. Personne n'a gagné les élections. Personne n'a gagné les élections. Populaire a fait de députés? Personne n'a gagné les élections. C'est pas une évidence. J'essaie de vous répondre. Personne n'a gagné les élections au sens où personne n'a la majorité absolue, ni même une majorité relative qui permette... Emmanuel Macron est dans la même situation en 2022. S'il vous plaît. C'est un petit peu agaçant, mais je vais quand même essayer d'aller au bout de mon propos. Vous nous disiez, quand nous avions 250 députés, que nous étions une minorité. On a entendu des dizaines et des centaines de fois dans l'hémicycle le terme de minorité présidentielle. Vous avez 193 députés. Vous avez passé votre temps à vous comporter comme une majorité. Vous avez 193 députés. Tout à fait. Et alors nous même sommes arrivés en tête, puisque nous avons plus que vous. Franchement, je veux bien qu'on continue le débat comme ça, mais on n'est pas dans une cour de récréation, Monsieur Lecoq. Il faut s'écouter un petit peu. Ne soyez pas méprisant. Il faut s'écouter un petit peu. Allez-y. Avec 250 députés et avec le souci de nouer des compromis, parfois avec la gauche, parfois avec la droite, nous avons fait adopter des textes. Vous arrivez à 193 et vous dites, c'est tout le programme, rien que le programme. Quand Madame Castet a commencé à dire, le SMIC à 1 600 €, c'est un horizon, on va essayer de s'en approcher. La taxation, la fiscalité, les augmentations massives et les coups de matraque que nous prévoyons, c'est un horizon, on va essayer d'en approcher. Toute la France insoumise est arrivée, elle a été rattrapée par la patrouille et on lui a dit non, c'est le programme, rien que le programme, tout le programme. Donc votre capacité à trouver des compromis,
elle est nulle. Et Mais attendez. la réalité de ce que fait le président de la République, c'est d'essayer de trouver un Premier ministre qui est en capacité de ne pas être censuré tout de suite et donc de trouver des compromis. Mais alors, La France insoumise tire les ficelles du LFP et évidemment, rien ne se passera de ce point de vue. Chloé Morin. Et je m'accroche à cette hypothèse Cazeneuve. On a vu hier Jean-Luc Mélenchon faire des déclarations autour de Bernard Cazeneuve sur son blog en expliquant que la nomination de Bernard Cazeneuve ferait des dégâts dans les rangs parlementaires du Parti socialiste. On le voit là, et que ça affaiblirait notre coalition. Quel est le problème entre Bernard Cazeneuve et les Insoumis et les écologistes? Alors, déjà, il faut rappeler que Bernard Cazeneuve est le seul socialiste et même plus largement responsable politique de gauche à ne jamais avoir appelé à voter LFI. Lui, il n'a pas fait le voter LFI pour dégager le RN. Et ça, c'est un point important, notamment en vue d'un dialogue avec la droite, qui, elle, comme vous le savez, a massivement appelé à voter contre LFI et contre le RN. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, moi, il me semble que la grande question, c'est que vont dire les socialistes, et notamment François Hollande au premier chef, si Bernard Cazeneuve est nommé. Bernard Cazeneuve étant quand même l'incarnation de la manière dont Hollande a pratiqué le pouvoir. Il en a quand même été Premier ministre, mais aussi avant ministre de l'Intérieur, ministre du Budget. Donc on peut dire quand même que c'est un héritier du hollandisme. Donc comment est-ce que François Hollande pourrait dire que par le simple fait d'être nommé, ce serait un traître? Alors j'imagine bien qu'ils vont attendre de voir les propositions, s'il y a assez de propositions de gauche, etc. Enfin, ça met les socialistes, il me semble, dans l'embarras. Dans la perspective où, s'ils sont mis devant le fait accompli que Lucie Castet n'est pas Premier ministre et qu'on leur dit maintenant vous allez essayer de faire avancer la France en portant notamment une partie de propositions que vous auriez pu soutenir par ailleurs parce qu'elles viennent de la gauche, je pense que c'est quand même compliqué d'aller censurer directement. Alors peut-être au bout de quelques mois avec l'usure du pouvoir. Oui, mais directement. Vous dites que ça peut tenir quelques mois. Moi, je pense que Cazeneuve, ça peut tenir le quelques grand mois. test, de toute façon, c'est le budget. Parce que le budget, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Après, mesure par mesure, il y a toujours des mesures, me semble-t-il, sur lesquelles on peut mettre d'accord un grand nombre de Français et donc, potentiellement, une majorité de députés. J'aurais pu commencer par là, Laurent Lehmann. Est-ce qu'il en a envie, Bernard Cazeneuve? Bernard Cazeneuve, quand on le connaît un tout petit peu, c'est un homme d'État, c'est un républicain, il a l'intérêt général chevillé au corps, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a connu à Matignon. Donc j'imagine que si le président de la République l'appelle, il se posera sérieusement la question, il y serait sans doute favorable, mais pas à n'importe quelle condition. Je le répète, il ne sera pas Premier ministre si c'est pour être le collaborateur d'Emmanuel Macron, et pire, pour poursuivre la politique qui a été menée. Et je trouve c'est intéressant, on n'a pas assez appuyé là-dessus. Lors des discussions qu'Emmanuel Macron a eues avec les différentes formations politiques, il y a un point où toutes les formations politiques, y compris Lucie Castet, quand elle est venue avec le nouveau Front Populaire le rencontrer, tout le monde est tombé d'accord pour dire que le président de la République avait enfin reconnu non seulement qu'il avait perdu les élections, mais que les Français aspiraient à un changement de politique. La question, c'est un changement jusqu'où? Et un Premier ministre, mais que ce soit Bernard Cazeneuve, on a parlé de Didier Migaud, de Pierre Moscovici, mais tous ceux que le président de la République va appeler en leur disant « pour moi, c'est toi », tous vont lui poser la question. Très bien, mais pourquoi faire? Avec qui? Comment? Quelle est ma marge de manœuvre? Bernard Cazeneuve, c'est un homme de gauche. Alors, c'est peut-être pas la gauche de M. Lecoq, très bien, je l'entends. Il y a des différences, il y a des nuances de rose, de vert et de rouge au sein du nouveau Front Populaire. Mais Bernard Cazeneuve, c'est bien un homme de gauche. Et donc, il va avoir des prétentions, des requêtes, des demandes, des lignes rouges même. Des lignes rouges. Et donc, la question est de savoir s'ils peuvent se mettre d'accord avec le président de la République. J'ajoute que les socialistes sont aujourd'hui très divisés. Ils sont aujourd'hui très divisés avec une partie conséquente, alors d'élus locaux, même de députés, qui disent il faut se tourner vers notre droite pour discuter d'un pacte législatif, de ce que pourrait faire un gouvernement
que l'on apurait. Et ça, c'est très important, parce qu'on fait comme si le Parti socialiste aujourd'hui était uni derrière Lucie Castet. Ça n'est pas le cas, de fait. Il y a une partie du PS, il y a une partie du PS qui a du mal avec les insoumis et qui le dit de plus en plus ouvertement. Et ça renvoie à cette étude publiée ce matin dans Le Monde par la Fondation Jean Jaurès, à laquelle vous faites partie, Chloé Morin, le Cevipof et l'Institut Montaigne, qui notamment interroge l'image des Insoumis, Aurélien Lecoq. 72% des personnes interrogées considèrent que la LFI attise la violence. C'est quasiment 20 points de plus que le Rassemblement national. 69% pensent que la LFI est dangereuse pour la démocratie. C'est difficile de dire avec des chiffres comme cela, poussez-vous, on arrive au pouvoir. Ah oui, mais ce ne sont pas les sondages qui décident. Je sais qu'on a parfois une difficulté en ce moment à parler des élections et du vote, mais les choix démocratiques en France se font au moment des élections. Et comme vous le savez, la France insoumise se défend bien dans les élections, puisqu'on a fait 22% des voix à l'élection présidentielle, puisque les résultats ont été très élevés lors des élections législatives. Et donc, les sondages nous intéressent peu. L'objectif médiatique, l'attaque menée notamment par les macronistes, est de tout faire pour diviser le nouveau Front populaire. C'était le pari d'Emmanuel Macron avant ces élections législatives. Il a échoué et maintenant continue à tout faire pour qu'on se dise le nouveau Front populaire va exploser, les socialistes, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est à ça que sert l'option Cazeneuve. L'option Cazeneuve cherche à créer de la division. Eh bien, le nouveau Front populaire, je voudrais juste répondre, le nouveau Front populaire le dit de manière très claire. L'ensemble des chefs de parti, l'ensemble des partis sont d'accord pour que ce soit Lucie Castet et pas un autre Premier ministre. Et je voudrais juste conclure là-dessus. Et nous sommes d'accord, si c'est quelqu'un d'autre, il y aura censure. Et la censure aujourd'hui, dans le combat face à Emmanuel Macron, et les sondages sont intéressants à ce sujet aussi, ne suffira probablement pas. Et c'est pour ça que, en tout cas du côté de la France insoumise, nous allons engager une procédure de destitution et que nous appelons à une grande manifestation. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'arriveriez pas à censurer un gouvernement Cazeneuve, puisque vous dites que la censure ne suffira pas. Ah non. Parce que si vous censurez... Pourquoi la censure ne suffira pas? Parce que le responsable n'est pas seulement Bernard Cazeneuve. Le responsable de la situation actuelle, celui qui refuse de nommer le nouveau Front populaire, celui qui refuse de se plier aux institutions, celui qui prend en otage le pouvoir démocratique dans notre pays, c'est bien Emmanuel Macron. Et donc, puisque c'est Emmanuel Macron le responsable, il doit le payer de sa responsabilité politique, et c'est le sens de l'article 68 de notre Constitution qui permet de destituer le président de la République lorsqu'il sort du cadre de la Constitution et du cadre démocratique. Même si cet argument-là est plus que débattu, Chloé Morin. Vous n'avez pas oublié que vous avez été élu par un certain nombre d'électeurs qui viennent du camp d'Emmanuel Macron. Donc ces électeurs-là... Il faudrait qu'ils ne l'oublient pas aussi, parce que ça s'est même plutôt passé dans l'autre sens quand on regarde circonscription par circonscription. Que ces électeurs-là vous disent on a voté pour vous, LFI, face au RN, mais on appartient au camp d'Emmanuel Macron, ou inversement d'ailleurs, des électeurs de gauche ont voté pour... Bon, que ces électeurs-là vous disent, essayez de travailler ensemble, ça vous semble délirant? Enfin, ils ont voté pour les mêmes personnes face aux mêmes dangers. Donc, qu'ils vous demandent d'essayer de faire des compromis et de travailler ensemble, moi, ça ne me semble pas délirant. En fait. Attendez, d'abord, c'est vous qui dites que les électeurs nous le demandent. Ensuite, je rappelle que le nouveau Front populaire arrive devant les macronistes au premier tour de l'élection. Donc, nous ne traitons pas ici à égalité. Et puis, nous avons été élus, chacune et chacun, sur des programmes. Il y a un moment où il faut arrêter de tout mettre à la poubelle et de dire non, mais de toute façon, tout se vaut, il n'y a pas de gagnant. Si, il y a eu un vainqueur dans cette élection. Discuter et faire des compromis, c'est pas tout mettre à la poubelle, c'est dire voilà, chacun des programmes qui sont complètement antinomiques. Emmanuel Macron mène une politique depuis le début au service des riches, et c'est bien cette politique qui a été durement sanctionnée, non seulement aux élections législatives, mais également aux élections européennes. Si aujourd'hui, on veut faire reculer l'abstention, si on veut que les personnes continuent à s'impliquer, et c'est ce qui s'est passé dans ces élections, vous voyez, la jeunesse a rarement participé autant. On a eu une participation la plus forte depuis 1997, si je ne me trompe pas. Si on trahit ce vote, qui, comme premier acquis, avait la sanction d'Emmanuel Macron. Non. Si on ne sanctionne pas Emmanuel Macron, si c'est encore Emmanuel Macron qui gouverne, quel que soit le nom, la taille du costume, eh bien on va débouter tout le monde. C'est pour ça que la procédure de destitution aujourd'hui est indispensable, et la procédure de destitution est le salut démocratique. C'est le salut de notre République face à Emmanuel Macron. On verra jusqu'où elle ira, la procédure de destitution. Bonjour Patrick Sauce. Bonjour Maxime. Pendant ce temps-là, pendant que nous discutons, Emmanuel Macron est en Serbie. Qu'est parti faire le président de la République en Serbie, alors qu'on est au beau milieu, et on le voit, d'une crise politique sans précédent?
Oh, il n'est pas parti pour très longtemps, mais il est parti sur une autre ligne de crête. La Serbie, c'est quoi? C'est un allié historique depuis plus d'un siècle de la Russie. Ses dirigeants sont régulièrement, depuis des années, décorés directement par Vladimir Poutine. Et jusqu'ici, la Serbie faisait voler des MiG-29. Sauf que la Serbie... avions russes. Des avions russes, de vieux avions russes. Sauf que la Serbie est isolée géographiquement, politiquement, et la Serbie doit être pragmatique. Alors, les Serbes, à Belgrade, ont décidé de changer un petit peu de cheval. Ils pensent toujours adhérer à l'Union européenne. C'est un pays qui est toujours en procédure d'adhésion. C'est un pays qui participe aux exercices de l'OTAN aussi. Et puis, quand je vous dis pragmatique, avec tous les blocus, ils ne peuvent plus se fournir en munitions, en pièces détachées pour leurs avions, pour les faire durer un peu plus longtemps, depuis la Russie. Alors, vers qui ils se tournent? Vers l'Europe, avec là aussi une espèce de petit chemin, parce que c'est quoi aussi la Serbie? C'est un pays où un certain nombre de médias sont contrôlés par l'État, mais vraiment contrôlés, avec une propagande qui navigue entre le pro-russe et parfois un léger soutien à Kiev, mais en même temps, il y a un certain nombre de munitions qui sont tirées par les Ukrainiens en ce moment, des munitions qui sont serbes, et donc ça devient un pari pour Emmanuel Macron de dire, bon, écoutez, on va encore plus loin. On vous vend des avions français, donc 12 européens. 2,7 milliards d'euros. Voilà, environ. C'est une estimation. Ce sont les avions, mais ce sont aussi les pièces détachées, contrat d'entretien et formation. Et c'est une façon de dire, voilà, vous allez les avoir vers 2028-2029. Charge à vous d'ici là. C'est un message subtil de vous mettre plutôt de notre côté que du côté des Russes. Marc Ferracci, bon moment et bonne idée d'aller vendre des Rafales à un allié, même si on voit que c'est un peu compliqué. Mais il joue sa propre partition. Voilà, un allié russe qui joue effectivement sa propre partition. Je reprends l'idée de Patrick. Bon, ce qui est certain, c'est que soutenir notre industrie, et l'industrie d'armement fait partie de l'industrie, ça n'est jamais une mauvaise idée. Maintenant, aujourd'hui, les lignes bougent, on le voit bien, vis-à-vis de la Russie. On a besoin de construire des équilibres du point de vue de la défense en Europe qui soit un petit peu différent. On a besoin d'essayer de décrocher un certain nombre d'alliés historiques de la Russie. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 6 mois, ça se fera peut-être en des années. Est-ce que cette initiative va y participer? Moi, je ne suis pas le meilleur spécialiste de ces sujets-là, donc je ne vais pas répondre. Mais en tout état de cause, vous savez que ce type de déplacement est prévu de très longue date. Donc, évidemment que le contexte dont on parlait juste avant peut donner le sentiment que ce n'est pas forcément le bon moment, mais en réalité, on n'annule pas un déplacement de cette nature qui met des mois et des mois à être préparé. C'est parce qu'il y a un contexte. Des affaires courantes. Parce qu'il y a à son gouvernement. Tout à fait. Sur ces sujets-là, le président a toujours ses prérogatives. C'est ce qu'on appelle le domaine réservé, les enjeux de défense, les enjeux de diplomatie. Donc, je pense qu'il est dans son rôle, effectivement, en allant discuter avec son homologue serbe. Et on voit derrière vous tous ces pays à qui on a réussi finalement à vendre des Rafales, mais ça commence à ressembler à quelque chose, j'ai envie de dire, Patrick Sauce. Aurélien Lecoq, je voyais réagir et souffler quand on parlait effectivement de cette vente de Rafales à la Serbie. Mauvaise idée pour vous? Non, moi je pensais surtout au même moment que plutôt que d'interroger cette vente-là, il serait peut-être temps de se dire que la France devrait arrêter d'envoyer des armes au gouvernement israélien, puisque vous le savez, il y a quand même un massacre et un génocide en cours. Et que on ne va pas revenir sur le débat autour du génocide et sur ce que fait la France, mais parce que c'était pas le. C'était pas mais c'était le sens de ma réaction. Je pensais au même moment, puisqu'on pose ici la question de l'intérêt ou non de la vente d'armes pour des raisons politiques, et vous évoquiez la Russie, je me disais peut-être qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir si la France doit se rendre complice d'un génocide en continuant à envoyer des armes